Bonjour et bienvenue dans le Circadien Podcast où j'ai le plaisir d'interviewer et de discuter avec des invités autour de la santé, du développement personnel et de la spiritualité. Bonjour les amis circadiens, j'espère que vous avez la forme. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui avec moi Rita Osterbeck, qui est thérapeute en Ayurveda, naturopathe, formatrice en réflexologie plantaire et elle est également formatrice en Ayurveda. Bonjour Rita, comment ça va? Bonjour, très bien, merci beaucoup pour cette Alors, invitation. merci à toi d'avoir accepté aussi. Je suis super content de pouvoir discuter, d'avoir l'opportunité de discuter avec toi parce que je t'ai découvert sur Instagram, sur YouTube et que je suis aussi passionné par tout ce qui est médecine traditionnelle, l'Ayurveda, etc. Donc, je pense que ça va être une discussion très intéressante. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et pourquoi est-ce que tu t'es passionné par l'Ayurveda? Alors, moi, je suis Rita. Mon premier métier, c'était le métier d'infirmière. Donc, après, dans mon expérience professionnelle, j'ai fait les urgences et le bloc. Donc, j'ai fait mes études au Portugal. Je suis portugaise aux origines indiennes, c'est-à-dire que ma grand-mère, elle vient de Goa. Mais Hmm. Goa, à l'époque, elle a 102 ans maintenant. À l'époque, Goa était pas indien, était portugais. Donc, elle est portugaise, mais indienne. Donc déjà, la passion pour l'Inde, par l'Ayurveda, ça vient beaucoup de là. Et quand j'ai fait mes études, je ne savais pas trop quel était le chemin que je devais suivre. Donc j'ai fait des tests psychotechniques et ça sortait médecin ou infirmière. Donc j'ai fait infirmière. Euh, avec du goût, j'avais le goût pour les études, mais j'étais un enfant très mal dans sa peau, en fait, pas épanouie, pas heureuse, en fait. Donc, ma quête déjà de base de vie, c'était être heureuse. Moi, je voulais être heureuse. C'était le truc Hmm. de ma vie. Donc, je lisais des livres de philosophie en tant qu'enfant et tout ça. Et donc, même pendant mes études d'infirmière, il fallait découvrir la santé quelque part parce que les personnes plus âgées et aussi pendant les stages en tant qu'infirmière, les personnes me disaient il faut être en bonne santé pour être bien, en fait, pour être heureux. Enfin, les personnes, elles ne disaient pas comme ça, mais en fait, à partir du moment que tu n'as pas la santé, il n'y a plus rien, en fait, qui se Hmm. passe. Ouais, bien sûr. Et ça, les gens, ils me disaient beaucoup ça. Donc, j'ai fait mes études d'infirmière que j'ai beaucoup aimé. Au Portugal, c'est 4 ans. Et c'est assez différent d'en France. Donc, on apprend beaucoup de choses aussi en sociologie, en psychologie, des choses qui m'intéressaient même plus que les soins infirmiers en eux-mêmes. Et donc, j'ai fini mes études. Et à la fin, il n'y avait pas de travail au Portugal. Donc, j'ai décidé de partir dans un bateau de croisière, rien à voir, comme réceptionniste, n'est-ce pas? Donc, rien à voir. Et ça, en fait, ça m'a permis beaucoup de m'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres personnes, parce que au final, j'étais très mal dans ma peau, avec une timidité extrême, mais j'étais un peu snob aussi. C'est-à-dire que peut-être par rapport à mon éducation, euh, donc, j'écoutais la musique classique, je lisais des livres de philosophie, et quelque part, je ne sais pas si ça m'a été inculqué ou si ça venait de moi, mais c'était un peu d'autres types de musique ou d'autres choses, c'était pas terrible, quoi. C'était peut-être moi, je ne sais pas comment le dire, mais j'étais un peu snob. Je me suis rendu compte à ce moment-là, parce que j'ai rencontré donc plein de gens qui étaient beaucoup plus simples et qui étaient dans la joie de vivre. Et donc, ça m'a énormément ouvert. J'ai commencé à apprécier la salsa, enfin, plein de choses. Et donc, j'ai compris un petit peu que la joie, ça venait de ça, des petites choses, et Hmm. pas forcément que la santé. Voilà, donc j'ai fait ce parcours pendant un an, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé au niveau personnel. Et ensuite, donc, je suis venue en France. Bon, parce que j'avais un petit copain qui était péruvien et que le but de venir en France, c'était qu'on soit ensemble. Mais au final, ça n'a pas duré, mais je suis quand même venue en France. Et, euh, et là, j'ai commencé mes études, j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière, à prendre de l'assurance dans mon travail. Je n'étais pas très sûre de moi non plus. Et j'ai commencé tout de suite mes études de naturo. Parce qu'encore une fois, j'étais dans la recherche de qu'est-ce que c'est cette santé, parce que j'avais plein de petits
maux physiques aussi. J'étais souvent enrhumée, etc. Et justement, pendant l'année où j'ai travaillé sur le bateau, alors que je faisais tous les écarts, je buvais de l'alcool, je fumais des cigarettes, voilà, je faisais tous les écarts, j'étais jamais malade parce que j'étais dans la joie. Donc, j'ai Hmm. continué un peu à chercher ce parcours. Donc, le travail aux urgences, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis avoir beaucoup confiance en moi, de travailler directement avec les médecins. Et je suis partie sur cette chose de ce qui était le naturel, parce que c'est ce qui m'attirait un peu depuis petite, la réflexologie, tout ça. Donc, j'ai trouvé cette école de naturopathie qui avait aussi des cours en réflexo. Donc, j'ai fait ça. Euh, et ça ne suffisait pas. Donc, ça m'a permis de changer mon alimentation, de faire beaucoup de choses pour moi. J'étais bien dans mon travail d'infirmière, je ne voulais pas changer, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, j'avais fait mes études à Toulouse. Entre-temps, j'avais déménagé à Marseille parce que j'avais rencontré un amour, qui aujourd'hui est le papa de mon fils aussi. Donc, je suis venue à Marseille et au bout de 2 ans à Marseille, tout était bien. J'étais heureuse en fait. J'étais bien dans mon couple, j'étais bien dans mon travail, j'étais au bloc à ce moment-là en tant qu'infirmière. Je vivais face à la mer, tout allait bien. Mais il me manquait quelque chose. Et donc là, je pars avec un billet simple d'aller en Inde. Et c'était la première fois que j'allais en Inde. Et je ne savais pas pourquoi, en fait. J'allais pour me chercher, en fait. Chercher qu'est-ce que c'était cette chose qui me manquait. Et donc, j'ai atterri directement dans une école d'Ayurveda. Et là, c'était la révélation. Parce que du coup, ça a été... ce voyage, il a duré 6 mois. Parce qu'au bout de 6 mois, mon compagnon, il a eu un problème de santé, donc j'ai dû rentrer. Enfin, j'ai voulu rentrer pour être avec lui. Et pendant ces 6 mois, c'était vraiment l'Ayurveda, la méditation, le yoga et surtout la méditation. L'Ayurveda, j'ai eu cette première approche avec l'école, mais du coup, j'ai fait beaucoup de méditation pendant tout le long de ce voyage. Je ne suis pas restée dans un endroit, j'ai beaucoup voyagé en Inde et après dans d'autres Hmm. pays aussi en Asie. Et en fait, à la fin, on n'est pas pareil. Quand on fait comme ça toute la journée de la méditation pendant X temps, à la fin, on n'est pas pareil. Donc, c'était avec des hauts et des bas. Il y a eu des moments même où je me suis dit, euh, j'avais peur d'être en train de vriller, en train de devenir folle même, parce que on comprend beaucoup de choses sur soi-même quand on fait de la méditation comme ça, on est tout seul avec soi-même. Hmm. On rencontre tout type de personnes, donc il y a des fous aussi. On est dans des ashrams où tout est parfait. C'est une autre vie en fait. C'est comme si on le prend de notre société là où on est habitué, on met dans un autre truc. Et la vision du monde, elle est complètement différente. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Mais à la fin, je suis rentrée pour être avec mon compagnon. Mais c'était évident que je n'étais plus infirmière. C'était plus mon chemin. Même si j'appréciais ce travail et que j'ai encore fait un petit peu de travail en intérim, très peu, mais j'en ai encore fait. Jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'était vraiment pas ça. Et donc, j'ai approfondi beaucoup plus l'Ayurveda. Je suis étudiante encore en Ayurveda, même si j'ai ouvert mon école. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler en 2016. En 2017, j'ai créé le statut officiel. Très rapidement, c'était la transmission. Donc, très rapidement, j'ai eu des élèves en réflexologie plantaire. J'ai travaillé pour plusieurs écoles. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement la réflexologie plantaire. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'Ayurveda. Donc, après, ma vie, elle a fait un tournant. C'est-à-dire, pendant 2 ans, au début de ma pratique, j'ai encore fait beaucoup de formations en naturo. Et après, c'est en fait au bout de 2 ans d'avoir créé mon cabinet. Alors, pour ceux qui ont créé son cabinet, ils savent un peu comment ça se passe. En fait, on veut commencer à exercer. Bon, toi, tu en es là, donc tu veux commencer à exercer, mais du coup, il faut que tu sois connu. Donc, du coup, il faut faire les réseaux, du coup, il faut faire le blog, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, en fait, au bout de 2 ans, j'ai fait un point sur moi, sur ce que j'étais en train de faire. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? C'est pas du tout ce que je voulais faire, en fait, parce que du coup, je me retrouvais à faire des choses que je ne voulais pas. Euh, Beaucoup de choses administratives, etc., pour avoir des clients, pour être connu. Et au final,
ce que j'aimais faire, je n'étais pas au cœur de mon métier. Donc ça, c'était un tournant à nouveau dans ma vie au bout de 2 ans de pratique. Euh, et là, en fait, quand j'ai fait ce tournant, donc j'ai décidé de repartir en Inde. Je suis tombée enceinte aussi. Et du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai tout changé en fait. J'ai tout changé sur mon site internet. Enfin, j'ai pas changé parce que c'est toujours comme c'est d'origine, mais j'ai arrêté de faire par exemple le blog, des choses comme ça qui ne sont pas moi en fait. Moi, je Ouais, ça suis te bien parlait au pas. journal, Hmm. ça me parle moins. Pardon, Je te comprends. Vas-y. Je te comprends parce que j'ai fait pareil, tu vois, par moment, je me mettais à écrire des articles de blog, à écrire des mails, à envoyer des mails 2, 3 fois par semaine, mais en fin de compte, j'aimais pas ça, ça me faisait chier. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté, je dis, bon, bah, c'est pas parce qu'on dit que pour se faire connaître, il faut écrire des articles, il faut envoyer des mails, que il faut le faire. Si ça nous plaît pas, bon, bah, faut trouver autre chose. Et ce qui me plaît, c'est être plus la vidéo et être en contact avec les autres. Voilà, je pense qu'on est tous différents et il y a plein d'outils aujourd'hui. On est dans une ère Hmm. qui est informatique. Donc, je pense que ça passe peut-être pas forcément par ça, mais il y a des fortes chances que ça marche avec ça. Mais après, il faut utiliser les outils qui nous correspondent. Moi, Tout à c'est fait. vraiment la vidéo, c'est vraiment l'être le plus authentique, le plus moi possible parce que j'étais aussi dans un rôle. Comme je n'étais pas je ne me sentais pas assez, avec assez d'expérience peut-être. J'avais un masque, ce masque de la thérapeute qui sait. Et en fait, on ne sait rien en fait. Là, j'ai créé une école et j'avais une discussion la semaine dernière avec un ami. Et je disais, mais j'ai créé mon école, mais je ne sais rien. Il me disait, mais c'est un bon début. Et toutes les personnes en Ayurveda, ils disaient ça en fait, parce que euh, en Ayurveda, on comprend, même quand on lit les écrits qui ont 7000 ans, la personne qui a écrit l'écrit, il dit que cette information, elle ne vient pas d'elle. Ça vient toujours d'un gourou, ça vient toujours de Ouais. quelque part. Et donc, c'est important de rester dans cette place humble, de dire que, voilà, moi, je reste à ma place, je fais ce que je suis venue, ce que je pense qui est ma mission de vie. Donc là, pour moi, je pense que c'est vraiment cette transmission. Ton Mais je reste à dharma. ma place. Le dharma, oui, oui, Ouais. oui, le dharma. Alors, le dharma, en fait, dans la connaissance védique, on parle des 4 purusharthas. Donc, l'Ayurveda, elle fait partie des Védas. Les Védas, c'est un ensemble de connaissances qu'on ne sait pas de quand exactement est-ce que ça vient. Il y a un gourou que j'aime beaucoup en Vedanta. Vedanta, c'est un peu l'étude de la spiritualité, beaucoup liée au Hmm. yoga aussi. Et lui, il dit, en fait, il explique que euh, la connaissance, toute la connaissance qui existe, elle vient soit parce on l'a perçue par nos 5 sens, par la vision, par l'odorat, soit parce que quelqu'un nous a dit. Mais il y a des choses qui ne sont pas venues ni parce que quelqu'un nous a transmis, ni par les 5 sens. Ce que quelqu'un nous a transmis, soit quelqu'un lui a transmis à lui, soit il a essayé par les 5 sens. Et nos 5 sens, ils sont limités. Donc, on peut percevoir de façon qui est subjective le monde à travers les 5 sens, Hmm. mais ce n'est pas quelque chose d'objectif. C'est toujours notre perception. Parce qu'après la sensation, il y a le mental qui se met en route. Et du coup, ça empêche une objectivité. Donc, lui, il explique que les Védas, ils se proposent à répondre à toutes ces choses qu'on qu'on a la connaissance, mais cette connaissance, elle n'est venue ni parce que quelqu'un nous a dit, ni parce qu'on a eu peur par les 5 sens. Donc, par exemple, Vata, Pitta et Kapha, les 3 humeurs que j'expliquerai après en Ayurveda, on peut pas les toucher, on ne peut pas les voir. Hmm. Mais il y a une certaine croyance. Quelqu'un nous a expliqué quelque chose, quelqu'un nous a expliqué l'Ayurveda, et ça, il y a du sens. Et parce qu'il y a du sens, on suit cette personne et on commence à faire ce qu'elle nous a dit. Mais comment est-ce que cette connaissance, elle est venue? Elle est venue dans les Védas. Et les Védas, on ne sait pas, selon ce gourou, on ne sait pas d'où c'est venu, mais au moment où l'humanité a commencé, les Védas, ils sont venus avec. C'est la connaissance qui est venue avec l'humanité.
Donc intéressant. je trouve que c'est très beau. Ouais. Et donc, j'ai fait un détournant pour, tu me parlais de Dharma. Le Dharma, ça fait partie des 4 Purusharthas. Donc, les 4 Purusharthas, ce sont les 4 objectifs de vie qui sont décrits justement dans les Védas. D'accord. Et les 4 Purusharthas sont Dharma, Artha, Kama et Moksha. Donc, Dharma, c'est... Alors, il y a 2 interprétations, 2 visions qui sont liées au final. Donc, d'un côté, on peut dire que c'est tout un ensemble de règles éthiques, de morale à avoir sur Terre pour la relation avec les autres, pour la relation avec la nature. Et c'est aussi interprété comme la mission de vie. Hmm. Mais la mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire en fait? Quelle est notre mission? Qui n'a pas besoin d'être un truc époustouflant, ça peut être simplement être une bonne maman pour son enfant. Voilà, ça peut être des choses très très simples dans la vie. Et en fait, les 2 ils sont liés. Quand on lit l'Ashtanga Hridayam, c'est un des textes ayurvédiques. Dans la Dinacharya, ce qu'on apprend en Ayurveda, qui est le Gratlang, toutes ces choses-là, il y a aussi une partie de la Dinacharya qui sont des règles de conduite morale qu'on doit tenir. Comme on dit, par exemple, dans le catholicisme, on ne va pas voler, on ne va pas coucher avec la femme du prochain, des choses comme ça. En fait, si on le fait, il y a une certaine éthique qui n'est pas imposée de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, il y a des choses que, même si on ne le dit pas, on sait que c'est mauvais. On sait que c'est mauvais de voler. Donc, si je vole, je ne suis pas bien. Bien sûr. Et ce n'est pas au regard des autres, c'est par rapport à moi-même. Ouais. Comment on se sent Et si je ne suis pas bien, je ne suis pas en santé. hmm. Voilà. Donc, voilà pour le dharma et la liaison entre les 2. Après, le deuxième, c'est artha. Artha, c'est les biens matériels. En matériaux, comment on dit en français? Bien matériel. Biens matériels. Donc, c'est les biens matériels, mais pas que. Ça peut être donc la richesse, mais aussi les voyages, les connaissances. Donc, c'est tout cet ensemble de choses qu'on accumule qui est plus de l'ordre du matériel. Et ce art, il va être au service de notre dharma. C'est-à-dire que si on parle de richesse, je dois avoir enfin, il est important, c'est pas que je dois, mais il est important que ma richesse, elle soit suffisante pour que je puisse accomplir mon dharma, mais il ne faut pas qu'elle soit excessive non plus par rapport à l'accomplissement de mon dharma, parce que ça, après, ça peut engendrer des problèmes, comme devenir avare, etc. Et encore une fois, selon l'Ayurveda, si on développe toutes ces choses-là, être avare, être dans le jugement, etc., on n'est pas en bonne santé. Je pars sur les 4 Purusharthas et je me rends compte que je n'ai pas du tout défini l'Ayurveda, mais ça va venir. On le fera juste Pour les gens qui après. ne savent pas ce que c'est. Donc, le dharma, le artha. Kama, c'est le désir. Donc, on connaît très bien le Kama Sutra, c'est Ouais. connu. Donc, c'est très tourné sexe, mais en fait, le Kama, ce n'est pas que du sexe. Le sexe, ça fait partie, mais c'est tous les plaisirs, toutes les choses qui nous donnent du plaisir. Donc, lire, passer du temps avec sa famille, voyager, tout ce qui nous procure du plaisir, ça rentre dans ce cadre de Kama. D'accord. Donc, C'est dans pas la forcément connaissance, du plaisir malsain, en fait. le plaisir, alors il y a une différence entre plaisir et le désir. Normalement, le plaisir, il est pur. Okay. Il n'est pas forcément malsain. S'il y a des désirs qui ne sont pas en lien avec notre dharma, justement, il peut y avoir des problèmes. D'accord. Mais le plaisir, il est pas mauvais en fait. Le fait d'avoir un orgasme, c'est pas mauvais en soi. C'est pas du tout comme le catholicisme où on va faire, par exemple, pour être pur, il faut pas avoir des relations. Il n'y a pas cette image, il n'y a pas cette vision-là dans les Védas. Le plaisir en fait partie de la vie. C'est ça qui nous motive à faire une chose. Les enfants, ils aiment jouer, ça leur donne du plaisir. S'ils n'ont pas cette attitude, cette motivation, mais ils ne vont pas aller découvrir le monde. Donc, le plaisir, il est important. Il est là pour ça. Après, il peut tourner négativement, mais si on a des mauvais conditionnements, des choses comme ça qui s'imposent. Okay. Mais sinon, ça fait partie des 4 objectifs. C'est même un objectif de la vie, tu vois, d'avoir du plaisir, parce que c'est ce plaisir qui va nous motiver
à suivre notre intuition. Quand on suit notre intuition, qu'est-ce que c'est cette voix qui me dit qu'est-ce que je dois faire? Voilà, l'intuition, c'est à la voix de l'âme. Donc, c'est notre âme qui sait quel est notre dharma. Donc, on a du plaisir quand on arrive à accomplir notre dharma. Donc, ça, c'est sattvik, c'est positif. Ok. Et puis, on a moksha. Donc, moksha, c'est la libération. Donc, le plus souvent dans les textes, quand on parle de yoga, de Vedanta, on parle beaucoup de la libération du cycle de réincarnation. Mais ça ne parle pas à tout le monde. Quand on est dans l'Ayurveda, on parle plus d'une libération de tout ce qui peut t'empêcher d'avoir la santé. Donc, notamment la maladie. En fait, l'Ayurveda, elle vient... L'Ayurveda, c'est vraiment un Upaveda, donc une sous-branche des Védas, que l'objectif de l'Ayurveda, c'est d'enseigner comment rester en bonne santé, physique, mentale et spirituelle. Parce que c'est comme ça, c'est avec la bonne santé qu'on peut atteindre les 4 purusharthas, les 4 objectifs de vie. Donc, quand on étudie à l'Ayurveda, à mon sens, et donc ça, c'est mon interprétation, je pense qu'il n'y a pas trop de sens de dire qu'on essaie de se libérer du cycle d'incarnation. Même si ça peut me parler à moi, ça ne parle pas à tout le monde. Et dans le cadre de l'Ayurveda, je pense que la logique, ça serait de se libérer de tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre les 3 autres objectifs. Et donc, dans le cadre de l'Ayurveda, un de ces obstacles, ça pourrait être la maladie. D'accord. Ça peut être aussi les croyances limitantes, les croyances qu'on a reçues de nos parents, ça peut être ça aussi. Tout à fait. Ok, Tout à fait. intéressant, ouais. Toutes ces choses, en fait, en Ayurveda, on va appeler toutes ces choses-là les conditionnements. Donc, je vais peut-être je peux expliquer un petit peu ce que c'est l'Ayurveda. Oui, vas-y, tu peux donner une définition, ouais. Parce que du coup, je ne sais pas s'il ne faut pas le mettre au début, on verra. Donc, en fait, l'Ayurveda, étymologiquement, c'est la jonction de 2 mots, Ayuru et Veda. Le R, il vient parce que dans le sanskrit, en Ayurveda, on étudie en sanskrit. C'est une langage qui n'est pas morte aujourd'hui, c'est pas comme le latin, elle est encore parlée, mais peu utilisée. Et quand on fait la jonction de 2 mots, comme là, on va mettre un R au début parce qu'on va écrire comme on le lit. Donc, Ayuru, c'est la vie. Et Ayuru, c'est comme si c'était un verbe, donc c'est une action bougeante. Donc, on comprend déjà que la vie, elle est bougeante, elle n'est pas statique. Donc, à partir du moment qu'on dit une chose, qu'on la fige, cette chose, elle n'est plus modifiable quelque part. Donc, là, quand on parle de Ayurveda, il faut tenir en compte que la vie, Ayuru, ça bouge tout le temps. Et après, on l'étudie comment? Ça bouge en fonction des saisons, ça bouge en fonction des âges de vie, ça bouge en fonction de ce qui se passe dans le corps physique, de ce qui se passe dans le mental. Donc, ça bouge à chaque instant. Ça, c'est important déjà dans la définition. Et Veda, c'est la connaissance. Donc, on parle de connaissance de la vie. Donc, très souvent, on traduit Ayurveda comme la médecine indienne, la médecine traditionnelle la plus ancienne au monde, comme c'est décrit dans l'Organisation mondiale de santé. Mais au-delà d'une médecine, en fait, quand on parle de médecine, chez nous en Occident, on imagine direct le médecin avec le stéthoscope dans une institution qui est l'hôpital. Et l'Ayurveda, c'est pas ça. Ça peut l'être, parce qu'en Inde, on a des cliniques comme ça, où l'Ayurveda travaille en collaboration avec l'allopathie. Mais il y a aussi des cliniques ayurvédiques pures, où là, on est dans un cadre qui n'a rien à voir. On n'est pas dans un milieu qui est stérile, par exemple. Et ça peut se pratiquer, par exemple, en cabinet, comme on fait ici, ce qui n'a rien à voir aussi avec une consultation avec un médecin traitant, par exemple. Donc, je trouve que le terme médecine, ça peut nous aider à expliquer vite, très rapidement, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda, mais que du coup, ça peut induire à erreur. Et plus que ça, l'Ayurveda, c'est vraiment l'étude, la science qui va étudier la vie dans tous ses états, la santé et la moins bonne santé. Donc, l'Ayurveda, il se propose à nous expliquer toutes les actions qu'on peut avoir et qui vont en avoir un impact sur nous en fonction de comment on est, de notre âge,
des saisons, des planètes, de tout un tas de choses. Et on va voir comment on va pouvoir équilibrer la santé de la personne pour qu'elle soit au mieux. Mm. OK. Voilà. Est-ce que c'est clair pour ce que c'est C'est très l'Ayurveda? clair. Et puis je sais que c'est vachement lié aussi, même d'autres médecines, mais avec les 5 éléments. Et avec ces 5 éléments, à partir de ces 5 éléments, on va avoir différentes constitutions selon les personnes dont tu as parlé, qui sont Pitta, Vata et Kapha. Et en fonction de ça, on va pouvoir ajuster en fonction de nos constitutions. Et ça, c'est vachement intéressant et c'est assez compliqué de savoir par soi-même, même à travers des tests. J'ai fait plusieurs tests, j'ai fait ton test, j'ai fait des tests d'auto-bouquins et tout ça. Et à chaque fois, je me dis, mais je me perçois avec un peu de Pitta, un peu de Kapha, un peu de Vata, mais j'arrive pas trop à savoir exactement, tu vois, comment me positionner. Alors, encore une fois, dans les Védas, donc avant d'être dans l'Upaveda d'Ayurveda, on étudie une chose qui est le Samkhya. Le Samkhya, c'est des règles d'énumération. En fait, c'est une énumération d'actes, de choses qui se passent pour la création de l'univers. Donc, c'est une théorie, si on peut dire comme ça, une théorie de la création de l'univers. Et donc, dans cette théorie, on parle de quelque chose qui est très subtil, très éthérique, et on va vers quelque chose qui est très concret. Donc, on part de Purusha au Brahman, comment on veut l'appeler. Donc, Purusha, c'est tout ce qui existe. Et au-delà de tout ce qui existe, il y a rien. Donc, il y a tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Et donc, ce Purusha, il est pur. Mais en fait, il ne peut pas s'expérimenter. Il n'est pas ancré dans la matière. Donc, ce Purusha, il commence à se diviser. Donc, il y a tout un tas d'étapes qui sont décrites dans le Samkhya, jusqu'à ce qu'il va se matérialiser. Et donc, juste avant de se matérialiser, il va avoir la création de ces 5 éléments sous forme de possibilités. Donc, ça, c'est une première mauvaise compréhension de l'Ayurveda, que moi-même je l'ai faite au début, avant de comprendre le Samkhya, parce que j'ai commencé par l'Ayurveda, on ne m'a pas expliqué le Samkhya dès le départ. Et en fait, avant que la vie soit matérialisée, il y a donc ces 5 éléments qui sont sous forme de potentiel, de possibilités. Okay. Donc, on a l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc, l'espace Akash, donc c'est... je vais peut-être pas décrire... on a déjà une image de qu'est-ce que c'est l'espace. On a l'air, Vayu. On a une image de qu'est-ce que c'est l'air, donc un peu comme le vin. Mais il ne faut pas oublier que Vayu, ce n'est pas le vin, ce n'est pas l'air. Parce que Vayu, c'est sous forme de potentiel encore. Donc, on a feu, Tejas ou Agni, donc qui va brûler, qui va vraiment avoir de la couleur. Donc, c'est le seul élément qui va avoir de la couleur, des odeurs. Après, on a Jala, l'eau, et Prithvi, la terre. Et donc, ces 5 éléments, ils sont sous forme de potentiel et ils vont se matérialiser sur Terre sous différentes formes. Et donc, en chaque objet, il va avoir la présence de ces 5 éléments parce qu'ils sont toujours présents, mais à des pourcentages différents, si on peut dire comme ça. Donc, par exemple, un stylo, là, je prends le stylo, on va dire que dans les 5 éléments, on voit bien le Prithvi, on voit bien la terre. C'est bien matériel, c'est bien concis, c'est bien, je peux le tenir dans la main, etc. Mais si on va penser au plus subtil, Akash, on sait aujourd'hui, avec des recherches scientifiques, qu'on est constitué d'atomes. En fait, si on va regarder, on va avoir des molécules, etc., jusqu'à avoir l'infime partie qui est l'atome. Et un atome, il y a un centre où il y a des protons et des neutrons, et autour, il y a des électrons. Et cette partie de matière dans l'atome, c'est-à-dire la partie de neutrons, protons et électrons, ça, c'est 1% de l'atome. 90% de l'atome, c'est de l'espace. Ouais. C'est Akash. Donc, si cet élément, on voit bien que c'est Prithvi, il y a 99% d'Akash. Et il y aura des autres éléments, on peut les retrouver. Donc, il y a l'encre. Pour avoir l'encre, ça veut dire qu'il y a du liquide. S'il y a du liquide, c'est qu'il y a Jal.
l'eau. Donc, on va avoir toujours les 5 éléments, ils vont se matérialiser de différentes façons. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que sur Terre, sur ce qu'on peut voir matériel, on n'a pas les éléments individuels. Les éléments individuels, ils existent sous forme de potentiel. On ne peut pas retrouver ici un truc où je dis, ah, ok, ça c'est value et c'est rien des autres éléments. Non, on n'a pas ça ici. Et donc, une fois qu'on a ces 5 éléments, avant qu'ils soient matériels, ils vont se rejoindre pour faire 3 humeurs. On peut appeler ça humeur, on peut appeler ça énergie. Donc, c'est les doshas, c'est ce qu'on appelle les doshas. Donc, vata, ça va être l'union d'Akash avec Vayu, donc l'espace avec l'air. Et donc, un peu à l'image du vin, le vata, il va être bougeant. Donc, si une personne a une constitution de base dominée par vata, elle peut avoir cette tendance à bouger tout le temps, à commencer plein de choses et ne pas finir, à être super créatif, super enthousiaste sur plein de choses, mais ne pas tenir sur le long terme. En termes de digestion, c'est la personne qui va avoir un coup elle a faim, un coup elle n'a pas. Il y a de l'irrégularité, un peu comme l'image du vin. Voilà, ça souffle, ça s'arrête, ça ressouffle. Il y a le froid aussi, le vin il est froid. Donc le vata il est froid, donc c'est les personnes qui sont en général frileuses. Il est sec. La caractéristique principale du vata, c'est la sécheresse. C'est le seul dosha qui est sec. Et du coup, ces personnes-là, elles sont sèches physiquement, elles sont fines. Et elles ont la peau sèche, elles ont les lèvres secs, et donc elles ont besoin d'hydratation. Et l'hydratation, jal, c'est pas de l'eau, c'est de l'eau qui est un peu snigda, c'est de l'eau qui est un peu onctueuse. Donc, encore une fois, on est plus proche de l'huile quand on parle de jal que de l'eau. Donc, voilà, pour les vatas, c'est bien ce genre de choses. Après, on a le dosha pitta, qui est le feu et l'eau. Donc, en fait, c'est le feu qui circule dans un milieu qui est liquide. Et du coup, c'est le seul qui est chaud. Il va être vraiment chaud parce que c'est le seul où le feu il est présent. C'est les personnes qui ils sont assez intelligents. Ils savent très bien quels sont leurs objectifs. Ils savent ce qu'ils sont. Par exemple, pour le dharma, ils sont déjà plus sûrs d'eux que d'autres personnes sur ce qu'ils doivent faire. Mais s'ils sont à côté de leur dharma, par exemple, ça peut être facilement des chefs d'entreprise et ils savent très bien quel est le rôle de chaque personne, comment ils peuvent aider cette personne à faire mieux son travail. C'est les personnes où la couleur et l'odeur, il se manifeste plus. Donc, c'est les personnes où on va avoir des transpirations plus odorantes. C'est des personnes où on va avoir des taches de rousseur plus facilement. Voilà, des choses comme ça. Et en termes digestifs, par exemple, plus de tendance à avoir des reflux, des acidités, de l'inflammation. Et après, on a Kapha. Donc, Kapha, c'est la terre et l'eau. Et là, on est quelque chose qui est beaucoup plus un peu à l'image de la boue. Donc, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus statique. Donc, c'est des personnes qui aiment plus leur confort, leur détente, qui ne sont pas tellement enthousiastes de faire beaucoup de sport comme le vata ou elles aiment manger, elles aiment rester à table longtemps, manger beaucoup. C'est l'amour en fait, c'est l'énergie de la stabilité, beaucoup de tranquillité avec les kappas. Mais après, voilà, dans les déséquilibres chez eux, c'est que tout est lent. Donc, le transit, il est lent, la digestion, elle est lente. Et comme ils aiment beaucoup manger, en général, ils développent du surpoids. Un kappa, ce n'est pas une personne en surpoids, mais c'est une personne qui peut facilement devenir être en surpoids à cause de ses propres caractéristiques. Maintenant, la confusion que tu cites, c'est pour plusieurs raisons. Une raison, c'est qu'on confond déjà qu'est-ce que c'est les 5 éléments en version potentielle et ce qui est les 5 éléments qu'on connaît. Et c'est une erreur que j'ai fait moi parce que je pensais l'eau, j'imaginais l'eau qu'on boit. Et en fait, non, pas du tout. Quand on commence à se pencher sur les caractéristiques de l'eau, on voit que ce n'est pas du tout ça. Et donc, les doshas déjà en eux-mêmes, ils vont être la jonction de ces éléments qui sont sous forme de possible. Et une autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment que ça devient matériel, il y a tout qui se mélange. Donc, il n'y en a pas un dosha, on a les 3, parce qu'on a les 5 éléments. Donc, on a toujours les 3 doshas qui viennent se manifester sous forme matérielle
Donc, au moment de notre conception, au moment que maman et papa ils font l'amour, en fonction de leur propre dosha, de leur propre état physique, mental et spirituel, de l'environnement, du positionnement des planètes, de la saison et tout ça, ça va nous donner notre prakriti, notre constitution de base. Ouais. Donc ça va être pas qui on est, mais ça va être les énergies, les humeurs qu'on a de base. C'est la base, ouais. Ça va être notre base. Ça va être un peu une chose qui ne va pas changer. Donc, c'est comme si on a deux voitures. Une qui est une voiture, les deux voitures sont neuves, mais une, elle est tout-terrain et une autre, c'est une voiture de ville tranquille. Les deux, elles vont pouvoir faire des choses différentes. Mais c'est pas qu'une, celle qui est tout-terrain, elle va durer plus longtemps. Ça dépend de l'hygiène de vie qu'elle a tout au long de sa vie, pour les deux voitures. Donc, l'Ayurveda, il se propose quoi? Il se propose comprendre la personne dans ses origines, avec les déséquilibres qu'elle a accumulés par la suite. Et les déséquilibres peuvent commencer dès le moment où on est dans le ventre de notre maman déjà. Et en fonction de ça, donner des conseils en alimentation, en hygiène de vie, pour rétablir l'équilibre et rester dans une meilleure santé possible. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, comment savoir notre constitution de base? Donc, c'est déjà partir du principe qu'on a les trois doshas. Donc, ne pas se dire que je vais trouver tout dans un truc et pas dans l'autre. Pendant mon temps, j'étais contre mettre le quiz. Donc là, j'ai mis un quiz sur ma chaîne YouTube. Il y a 40 et quelques questions, donc il est assez long. Plus le quiz il est long, plus on va voir des choses dans la vie et on va pouvoir comprendre un peu mieux quel est le dosha. Mais je crois qu'il y a 42 ou 43 questions dans mon quiz. Si on comprend que la vie, c'est la vie, donc il y a des centaines de milliers de questions possibles à poser pour découvrir notre prakriti. Ça reste limité. Et puis, la personne qui répond au quiz, elle a sa subjectivité. C'est-à-dire que le thérapeute, il va avoir une certaine expérience. Il va regarder la personne déjà physiologiquement. Il va voir comment la personne s'exprime, toutes ces choses-là. Donc, il va avoir une idée. Il a une certaine expérience et il peut se tromper. Moi, c'est rare que je dise la prakriti aux personnes dans les consultations parce que, quand on le dit, on le fige. Et à partir de là, la personne a dit, ah, ok, bon, je suis Vata Kapha, donc alors maintenant, je vais manger tels aliments et tels... Et en fait, c'est pas comme ça que l'Ayurveda marche. C'est comme ça qu'elle est venue en Occident. Et c'est ça qu'on a l'impression que se dit en Occident que l'Ayurveda est, c'est de découvrir notre constitution de base et de suivre des chartes alimentaires en fonction de ça. Mais c'est pas ça. L'Ayurveda, c'est de l'écoute, de la présence, de l'écoute. C'est qui je suis aujourd'hui, comment je me sens aujourd'hui. Selon l'Ashtanga-Hridaya, il y a un des textes, la première chose à faire quand on se lève le matin, quand on se réveille le matin, c'est d'observer son corps. S'observer. C'est qu'avec cet état de présence que je peux dire, OK, aujourd'hui, j'ai mal ici, j'ai mal par là, je suis un peu plus agitée. Donc, en fonction de ça, notre buddhi, notre intellect, il peut nous dire, OK, tu as besoin de repos aujourd'hui. Tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, tu as besoin de manger chaud. Ou au contraire, tu as besoin de manger léger. Oh, tu as besoin de jeûner. Et donc, ça, c'est indépendant de la constitution de base. Ça, c'est de l'écoute. Ouais. Donc, la constitution de base, c'est un truc qui est très... c'est charmant, ça nous fait rigoler, on se sent reconnu quand on trouve à peu près quelle est notre constitution. Mais ses pouvoirs de connaître sa constitution de base, c'est limité. C'est important de se pencher surtout sur sa vikriti, sur ses déséquilibres et essayer de rétablir les déséquilibres qui sont présents sans déséquilibrer la constitution de base. C'est pour ça qu'on va étudier les deux. C'est pour ça que un médicament ou une plante, il va être salutaire pour une personne et pas pour une autre. Parce que peut-être que la constitution de base est la même ou pas, mais peut-être que la personne elle est dans une autre phase de la vie et voilà, il y a tout un tas de choses à dire sur ce sujet. Et puis aussi, il faut comprendre que comme la constitution de base, c'est l'ensemble de ces 5 éléments,
Nous, on dit qu'il y a 7 constitutions de base, c'est ce qui est décrit dans les textes, c'est-à-dire une constitution simple, soit on est Vata ou Pitta ou Kapha, soit on a 2, Vata Pitta ou Pitta Vata, selon les textes, c'est la même chose. Vata, je ne sais plus lequel j'ai dit, mais bon, la jonction des Ouais, je 2, vois. voilà, et sinon les 3 ensemble. Donc ça, c'est les 7 constitutions. Mais si on comprend ce qui est derrière ça, si on comprend le Samkhya, etc., au moment où ça se matérialise, ben, le pourcentage de Vata, même si je suis Vata Pitta, ben, il peut avoir des centaines de Vata Pitta et qui sont différents. Hmm. Donc, à vrai dire, dans le sens, si on va voir vraiment l'Ayurveda à ses sources, il y a autant de Prakriti que de personnes sur Terre. On est tous différents. Pourquoi est-ce que dans l'Ayurveda, on va structurer et on va définir qu'il y a 7 constitutions de base? Parce que ça va aider le thérapeute. Parce que le thérapeute, je dis thérapeute, normalement c'est écrit pour les Vaids, pour les médecins ayurvédiques qui font les études universitaires en Inde. Ici, on est des thérapeutes, mais notre but, c'est le même des Vaids. Donc, c'est de essayer de comprendre cette personne pour pouvoir l'accompagner au mieux. Hmm. Et donc là, on a un système de classification qui nous permet de caser à peu près la personne dans telle case pour savoir, OK, elle a beaucoup de vata, cette personne. Donc, même si son déséquilibre, il est pitta, je dois faire attention à apaiser son pitta sans déséquilibrer son vata, même si le vata, il n'est pas C'est déséquilibré. compliqué, hein? C'est passionnant, ne dis pas que c'est Ouais, compliqué. oui, c'est passionnant, oui. Ça demande énormément d'introspection, d'être à l'écoute de soi. C'est la vie, Et, en fait. ouais. Et tu vois, par exemple, moi, je pense que mon Prakriti, la constitution de base, c'est ça? C'est le Prakriti? Prakriti, oui. Je pense que c'est Kappa, parce que quand je me regarde, quand j'étais jeune, j'étais assez en surpoids, j'étais quelqu'un de très lent. Et d'ailleurs, je suis encore quelqu'un de très lent, même si je peux avoir un débit de parole qui est rapide. Je suis quelqu'un qui aime bien la routine, qui aime bien manger. Je pense beaucoup à la bouffe. Je peux être assez lent dans mes mouvements. Je suis quelqu'un de très zen qui s'énerve jamais, très rarement. Mais je pense que ces dernières années, en fait, quand je me suis mis au sport, quand j'ai repris le sport, je me suis repris en main, que je me suis mis au développement personnel, tout ça, ben, je pense que j'ai commencé à développer un côté un peu plus fonceur, peut-être Pitta ou Vata, qui est qui part dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si c'est un déséquilibre, si c'est quelque chose de positif. Euh, J'essaie encore de savoir un petit peu, tu vois. Mais voilà, je pense que c'est mon kappa, c'est la base. Et après, il y a le Vata qui est venu s'ajouter, parce qu'avant, j'étais pas du tout comme ça quand j'étais jeune. Et est-ce que pour toi, ça peut se construire comme ça? Est-ce que ça peut être un déséquilibre, une personne qui d'un coup reprend sa vie en main et développe un autre trait, comme par exemple, oh bah, tiens, il va créer beaucoup plus de vata ou de pitta. Est-ce que ça peut être un déséquilibre ou au contraire, c'est quelque chose qui peut être positif? Alors, positif et négatif, moi je préfère parler de déséquilibre parce que Hmm. du coup, on ne met pas positif ou négatif, même si déséquilibre, déjà, on se dit que c'est un peu négatif. En fait, positif et négatif, c'est une conception à nous, en fait. C'est une Ouais, c'est conception binaire, ouais. Ouais, et en fait, en Ayurveda, on travaille sur cause-effet. Donc, c'est-à-dire, il y a cette cause-là, donc il y a cette alimentation, cette hygiène de vie, il y aura cet effet-là. C'est ni positif ni négatif. C'est l'état de santé que tu auras. C'est peut-être une santé parfaite, c'est peut-être une santé moins bonne. Mais dans le chemin, tu as choisi, par exemple, d'avoir du plaisir lors d'un repas qui est plus. Ben, regarde, ce week-end, moi, j'ai mangé, on est allé au restaurant, j'ai mangé un dessert, ben, le lendemain, j'étais pas bien. C'est le temps de s'équilibre, c'est le temps de l'équilibre. Ouais. En même temps, tout n'a pas été négatif parce que j'ai pris du plaisir, malgré tout, Hmm. lors de ce repas. Donc, euh, c'est, en disant c'est pas positif ni négatif, il y a des déséquilibres, il y a des changements qui vont se mettre en place. Donc, il y a des âges de la vie où va y avoir des doshas qui vont être plus prédominants. Et il y a des événements où il y a des doshas qui vont être plus prédominants. Par exemple, quand on passe à la parentalité, on devient beaucoup plus kappa parce qu'on Ouais. a beaucoup besoin de sécurité. L'amour. Ouais. L'amour, pas forcément l'amour, mais c'est la sécurité, le matérialisme en fait. Ça Ok. devient important pour la plupart des personnes, pas pour tout le monde.
Mais par exemple, moi, j'étais une globe-trotteuse. Là, maintenant, je ne bouge plus. J'ai mon enfant. Donc, c'est lui la priorité, tu vois. Donc là, tu as commencé à faire beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Le sport, il va avoir tout un tas d'effets dans le corps. Notamment, ça va booster notre acné, ça va augmenter la croissance des tissus, notamment de mamsadate, donc des muscles. Et donc, tout ça, ça va avoir un impact aussi sur les doshas, sur le fonctionnement des doshas. Donc, sur toi, tu as l'impression que ça augmente ton pitta. C'est possible. Les pitta, encore une fois, il faut qu'on essaye d'être dans le non-jugement, dans la compréhension de quelles sont les gunas, les caractéristiques du pitta. Le pitta, il est chaud. Le pitta, il est tranchant, il est perçant, il est objectif. Il n'est pas colérique. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. La colère, c'est un excès de pitta qui a mal tourné. Ok. OK. Donc, par exemple, dans deux chefs d'entreprise, on va avoir un chef d'entreprise, les deux pitta, donc les deux avec une forte tendance pitta. On va avoir un qui connaît personnellement ses employés et qui sait donner la quantité de travail qu'il faut à chacun. Même si c'est relativement injuste, il y a une justice dans ce qu'il donne de travail à chacun parce qu'il sait les capacités de chacun. Le colérique, le pitta qui est déjà un peu transformé, un peu déséquilibré, lui, peut-être qu'il est capable de comprendre la capacité de chacun, mais au-delà de ça, par rapport à son entreprise, il a besoin de faire tant de travail en tant de temps, donc il va s'énerver, il va se mettre en colère, il va crier sur ses employés et il ne va pas être un bon chef. Et donc là, c'est un colérique parce que du coup, il est déséquilibré, tu vois. Donc ça, c'est la chose. Pour connaître notre constitution de base, donc tu disais, enfant, tu étais un peu plus costaud. Ouais, même adolescent. Même adolescent. Donc, pour savoir si c'est un déséquilibre ou si c'est ta constitution de base, il y a des choses qui changent très peu dans la vie, notamment les extrémités. Donc, moi, par exemple, je fais beaucoup de consultations visio, je demande toujours la main. Quand on regarde la main de la personne, on peut regarder les doigts. OK? Donc, des doigts qui sont un peu plus, on voit les nœuds, par exemple. Voilà. Tu vois? Là, fais comme ça. Là. Voilà. Là, on voit bien les nœuds de tes doigts. OK? C'est-à-dire que toi, tu as une morphologie qui est plutôt fine. Si tu étais kappa pur, OK? Je ne dis pas que tu n'as pas le kappa important dans ta constitution, mais si tu étais pur, tes doigts, ils étaient tout boudinés. Tu sais, il y a des gens, Oui, en je vois. naturopathie, on appelle les neuroarthrétiques et les sanglants pléthoriques. Les neuroarthrétiques, ils ont des doigts très longs, très noduleux, et les sanglants pléthoriques, ils ont les doigts tout trapus, tout petits, tout gros. Et donc, si tu avais le kappa pur, tu aurais des doigts a priori boudinaux. La langue, elle est large chez le kappa. La langue, elle est plus large que les dents, en général. Alors que le vata, il a une langue qui est toute fine. Fais voir ta langue. OK. Tu vois, donc, elle est large. Elle est large, ta langue. Par contre, tu la sors beaucoup. Ouais. Les kappas, les kappas purs, ils font comme ça. Ils n'ont pas de tonus. Je Ouais, ils ont dis, la sors la flemme. langue, ils font comme ça. Et c'est pas parce qu'ils... Est-ce que vous pouvez sortir un peu plus? Et, et ça leur vient pas à l'esprit, en fait. Ok. Toi, tu sors beaucoup la langue. Donc, par contre, tu as une langue qui est large. Donc, des fois, on a tout un tas de déséquilibres et une des définitions de Vikriti, c'est celui qui cache. Et il cache quoi? Il cache la prakriti. Donc, quand on a beaucoup de déséquilibres par-dessus, mais on ne voit plus bien la prakriti. C'est pour ça qu'on part toujours sur une hypothèse. Même en tant que thérapeute, si c'est un bon thérapeute, en général, on ne dit pas vous avez telle constitution. On dit je pense que. Mon hypothèse est Oui. celle-ci. Voilà. Donc, si tu me dis tout ça, donc si tu étais un peu plus costaud, ça se pourrait que c'était des déséquilibres parce que tu mangeais peut-être trop par rapport à ta constitution, par rapport à tes besoins, à ton transit et à ta digestion.
Donc, si c'est ça, forcément que tu vas prendre du poids. Et ça, quoi que ce soit ta constitution. Mais il y a une chose qui est importante chez toi, c'est que tu as la langue qui est très large. Donc, la langue très large, ça peut être deux choses. Ça peut être ta constitution, mais ça peut être aussi qu'il y a eu une inflammation et que du coup, le tube digestif, il est gonflé. Et donc, en fait, la langue, elle est très parlante de tout ce qui se passe dans ce tube digestif, dans ce centre. Et en Ayurveda, on va beaucoup l'étudier parce que tout part de là. Avant de partir dans des tissus plus profonds, on part toujours de la digestion. Et dans le tube digestif, c'est là où on va voir les sièges des 3 doshas. Donc, on va beaucoup étudier ça. Et la langue, c'est l'extrémité qui nous parle beaucoup de cet état-là. Donc, souvent, quand les personnes elles ont des traces des dents marquées sur les côtés de la langue, c'est que cette langue, elle a gonflé. Et donc, ce n'est pas qu'elle est grande, qu'elle est large de la constitution, mais c'est qu'il y a une inflammation. Donc, qui dit inflammation dit pitta, mais ce n'est pas forcément pitta la cause. Ouais. Mais il y a une inflammation qui est présente et donc ça a fait que tout le tube digestif il a gonflé, la langue a gonflé, comme la langue a gonflé, ça tombe sur les dents et ça va faire ces marques-là. Mais bon, là quand tu as sorti la langue, je n'ai pas vu les traces de dents. Donc, je pars du principe que ça peut être ta constitution. Mais si c'est ta constitution, en te regardant comme ça, moi je dirais que tu es Vata Kapha. Hein, mais ça, c'est une supposition sans avoir fait consultation ni rien. Parce que je pense ça aussi. Pardon? Je pense ça aussi. Tu es tout fin, en fait. Ça, c'était... Alors, les constitutions Kapha-Vata, le Vata et le Kapha, ils sont un peu opposés. C'est-à-dire, le Vata, il est tout fin, il est tout sec. Et le Kapha, il est lent. Alors, le Vata, il est rapide. Le Kapha, il est lent. Il a tendance à être plus large, tout ça. Donc, ils sont un peu opposés. Mais par contre, ils ont des choses qui sont très... qui les permettent d'être ensemble, c'est que les deux, ils sont très froids. Donc, les constitutions Kapha-Vata, c'est les personnes qui ont plutôt tendance à la frilosité. Je suis très frileux. Tu es frileux, voilà. Donc, ça, c'est très parlant parce qu'une personne qui a le pitta de base et qui devient très sportive, elle n'est plus frileuse. Elle ne parle plus de cette sensation de frilosité. Elle a plutôt chaud tout le temps. Et donc, si tu me dis que tu es frileux, c'est que déjà, le pitta, il ne doit pas être présent. OK ? Toujours, quand je parle, c'est toujours un peu de mon expérience et je peux toujours me tromper, attention. Bien sûr. C'est des suppositions qu'on fait. Notre travail, c'est d'essayer de comprendre une personne à travers les doshas parce que toute la pensée, c'est une pensée en Ayurveda, elle n'est pas structurelle, elle est fonctionnelle. C'est-à-dire que, OK, on regarde le foie, mais on regarde le foie en fonction par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas qu'on va regarder la molécule le foie, et dire, par exemple, en naturopathie ou en allopathie, on va étudier la fonction du foie indépendant. Voilà, donc s'il faut, on va traiter que le foie. Mais nous, on va essayer de faire tout le lien physiologique derrière et le mettre en lien avec... Bon, en naturopathie, on le fait aussi, donc je ne devais pas dire ça. Mais c'est une vision un peu différente. Et pour voir la deuxième partie de l'interview, clique sur le lien en bas de la vidéo. Pense à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Merci à toi Circadien.